Il y a quelques années, j'avais eu le plaisir de travailler avec Agnès de Ribet, qui était déjà directrice de la communication et du marketing chez Grant Thornton. L'interviewer pour le 3e épisode du Décodeur de la communication a donc été un véritable plaisir. Agnès va nous parler de son parcours, de son équipe, de la relation privilégiée qu'elle a avec son président, Robert Dambaud. Car sans l'appui de son management, un directeur de la communication ne peut absolument pas développer la marque. Enfin, elle va nous rappeler quelles sont les qualités selon elle qui sont indispensables pour réussir dans ce beau métier qu'est la communication. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et j'espère que vous prendrez un très grand plaisir à écouter cette interview d'Agnès de Ribet, directrice de la communication et du marketing de chez Grant Thornton. A très bientôt pour un nouvel épisode du Décodeur de la communication, et d'ici là, je vous laisse avec Agnès. Le Décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Agnès, comment ça va ? Ça va bien, et toi Laurent ? Eh bien écoute, ça va très bien. Je te remercie de m'accueillir chez Grant Thornton. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Je te remercie également d'être la première DIRCOM à t'exprimer sur le Décodeur de la communication. Merci encore. Je t'en prie, je suis très flattée. Agnès, avant que tu parles de ton parcours, de ta carrière, de ton métier de DIRCOM, est-ce que tu peux nous présenter Grant Thornton, cette belle entreprise d'audit et de conseil, s'il te plaît ? Alors Grant Thornton, c'est un groupe d'audit et de conseil qui est leader sur son marché et qui est parmi les 6 grands cabinets d'audit et de conseil au monde. On est 2000 en France aujourd'hui pratiquement. D'accord, donc ça veut dire une belle croissance, parce que je connaissais Grant Thornton il y a quelques années, vous n'étiez entre guillemets que 1500. Voilà, et bien tu vois, le cabinet a grossi, l'instinct de la croissance a marché, et le groupe a fait du chemin en France et à travers le monde, ouais. Eh bien écoute, félicitations, et tu y es évidemment pour quelque chose, parce qu'on va parler de la marque un tout petit peu plus tard. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux m'expliquer ton parcours ? Parce que devenir directrice de la communication et du marketing, j'ai oublié de le préciser, d'un grand groupe d'audit, numéro 6 mondial, comment on y arrive ? Beaucoup de gens se demandent. Écoute, au-delà de la formation, évidemment en communication, en marketing, avec une appétence pour l'international, il y a aussi des rencontres. Parce qu'une vie professionnelle, elle est évidemment faite de rencontres, de personnes qui t'ont fait confiance, de personnes qui ont trouvé que tu avais un grain de folie particulier, ou que tu faisais la différence. Et quand je suis arrivée chez Grant Thornton, c'était un groupe qui historiquement communiquait pas beaucoup. Et voilà, il y avait beaucoup de choses à faire, il y avait presque tout à faire, et ça a été un chantier, et c'est toujours un chantier absolument extraordinaire. Un chantier qui dure depuis 14 ans. Qui dure depuis 14 ans, oui, parce que j'aime beaucoup ma boîte. Ah, ça je le sais, mais ça on va en discuter un tout petit peu plus tard. Parle-nous de tes études, qu'est-ce que tu as fait ? Parce que tu as fait des études de com, si j'ai bien compris. Oui. Quelle école ? Sans indiscrétion, bien sûr. Non, j'ai fait une école qui à l'époque s'appelait l'ISERP, qui travaillait main dans la main avec le CELSA, qui aujourd'hui s'appelle l'ECS, qui est dirigé par un monsieur absolument charmant qui s'appelle Franck Papazian, et qui a été une excellente formation, parce que dès que je suis sortie de cette école, j'ai trouvé évidemment des stages et puis du travail dans la foulée immédiatement. C'était une excellente formation. Tu as commencé en agence, c'est ça ? J'ai commencé en agence, qui était BDDP, qui aujourd'hui est TBWA, et ça a été une excellente école. Félicitations pour l'accent anglais, mais on va parler d'autres accents, parce que tu parles très couramment l'italien. Ouais. Tu vas nous parler de l'Italie après, parce que c'est un pays que j'adore, mais en tout cas, félicitations pour l'accent anglais, TBWA, ça jette. On voit bien que tu es chez Grant Thornton. Chez Grant Thornton. Une petite question, mais qui est vraiment toute bête. Oui. C'est quoi ton job ? En quoi ça consiste ? Parce que directrice de la communication du marketing, bon, une fois qu'on a dit ça, ça en jette, bien évidemment, mais qu'est-ce que c'est très concrètement ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, tu vois, il y a un an et demi, j'étais interviewée par Les Échos qui me posaient à peu près la même question que toi, et je leur disais, être directeur de la communication, c'est un mélange entre Mary Poppins et Winston Churchill. C'est-à-dire que le mélange est un peu audacieux. Il faut avoir une vision, il faut avoir de la stratégie, il faut accompagner ses associés, soutenir les troupes et véritablement être visionnaire sur ce que peut devenir une marque, comment l'incarner, comment la faire vivre en interne, et puis avoir des idées, avoir des solutions,
être innovant dans la communication. La communication des cabinets de services professionnels, elle est assez traditionnelle. Ce sont des métiers qui sont réglementés. Et oui. Et ce qui va faire la différence, c'est cette différenciation qu'on va trouver en interrogeant les associés du cabinet, les collaborateurs du cabinet, en comprenant la culture, en faisant émerger l'ADN, véritablement pour que la communication du groupe colle véritablement à ce que nous sommes et qu'il n'y ait pas de dichotomie, qu'il n'y ait pas de paradoxe entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on montre au marché. Et je pense que ce qu'on a réussi à faire en 14 ans avec mes associés, mon management, c'est véritablement de positionner Grant Thornton parmi les leaders. C'est pas un coup de pub dans ce podcast que de dire ça, mais en fait, quand une marque évolue, quand elle prend de l'importance, en fait, elle positionne la structure, elle positionne les hommes, elle donne de la valeur à leur mission, et forcément, on a plus confiance en quelque chose qui est connu qu'en quelque chose qui ne l'est pas. Évidemment. Alors justement, la marque Grant Thornton, est-ce que tu peux me sortir quelques petits mots, les mots-clés? Parce que c'est toi qui l'as façonné au final. Parce que tu arrives il y a 14 ans là-bas. Oui. Tu nous raconteras comment tu as été embauchée, s'il te plaît, parce que ça vaut vraiment le détour. Comme ça, on va parler des autres choses, parce que tu n'es pas que directrice de la communication, tu as d'autres passions, fort heureusement. Mais tu as façonné cette marque qui ne communiquait pas, qui était relativement inconnue, on va dire les choses clairement. Oui. Et les mots-clés, c'est quoi de cette marque? C'est quoi les insights? Qu'est-ce que tu as réussi à faire exploser pour que ça devienne ce cabinet qui est leader, numéro 6, et numéro 6 mondial, ça veut dire qu'on est connu et reconnu, comme tu le disais, pour son expertise. Alors franchement, la chance que j'ai eue, c'est qu'au début, mon management m'a dit « amusez-vous ». C'était une marque qui n'était pas connue, comme tu le disais, et du coup, on a fait ensemble, avec mes associés, mon comité de direction, mon équipe, à la fois preuve d'audace et d'agilité. Mon positionnement, ça a été de me dire, j'ai envie que Grant Thornton soit là où on l'attend pas et là où ne sont pas les autres. Et c'était ça la véritable différenciation, parce que les cabinets d'audit et de conseil, si tu regardes bien aujourd'hui, on a tous les mêmes lignes de service, les mêmes offres, pas forcément la même taille, mais ce qui différenciait Grant Thornton, c'était la bienveillance de mon management, la confiance qui m'a été témoignée, les moyens qui m'ont été donnés et mon équipe. Ton équipe, parlons-en justement. Oui. Aujourd'hui, vous êtes 7, c'est une belle équipe. Alors, je connais particulièrement bien Valérie, que j'apprécie beaucoup et qu'on salue, évidemment. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les fonctions que tu manages dans cette équipe? Et puis après, on va parler de ta relation avec ton président, parce que je sais qu'elle est extrêmement forte et ça ne date pas d'hier, parce que même avec M. Kurkjian auparavant, c'était au top. Donc, peut-être commencer par l'équipe. Tu nous dis un petit peu qui tu manages, s'il te plaît? Valérie, que tu connais, qui est mon assistante et qui veille sur moi. Ton ange gardien. Voilà. J'ai une responsable de la communication interne, j'ai une responsable de la communication institutionnelle et du brand content, donc véritablement le contenu qu'on diffuse à l'extérieur pour positionner les expertises de Grant Thornton. J'ai une community manager, j'ai un responsable des relations presse et j'ai une chargée de marketing qui travaille avec moi. Et en plus, récemment arrivée, une graphiste qui travaille spécifiquement sur les besoins du métier audit de Grant Thornton. C'est-à-dire les appels d'offres, elle prépare les dossiers? Les appels d'offres, les documents stratégiques, absolument. Et en parallèle, j'ai une agence, bien évidemment. Merci d'avoir détaillé tous ces postes parce que c'est extrêmement intéressant. C'est une petite équipe, on va dire 7 personnes, c'est pas beaucoup de prime abord. Mais dans un service communication, ça commence à devenir sacrément costaud. Donc félicitations. Merci. Parce que au-delà de ton métier, et puis on va y revenir quand même à tout ce côté très stratégique, il y a évidemment le management, mais il y a aussi une relation qui est absolument essentielle avec ton président ou ton directeur général. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que tu peux en parler? C'est Monsieur Robert Dambeau, oui, que l'on salue aussi. Oui. Salut-le, on salue tout le monde aujourd'hui. Allez, on salue tout le monde, c'est mardi, c'est bonjour tout le monde. Justement, Robert est quelqu'un que tu apprécies énormément, avec lequel tu as une très très forte relation, et un couple direction générale, direction communication, si ça ne fonctionne pas, c'est complètement fichu pour la marque. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne et puis nous dire peut-être comment vous travaillez ensemble au quotidien, s'il te plaît? Alors, un couple directeur de la com, président qui marche pas, c'est pas compliqué, ça dure très peu de temps. C'est-à-dire qu'on peut pas être en antagonisme, on a besoin d'avoir une vision commune des choses.
et de se comprendre en tant qu'individu. Moi, j'aime bien parler de la complétude qu'il peut y avoir entre ses attentes et ma façon de travailler, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble aujourd'hui. Il était directeur général avant d'être président, et on a toujours eu un petit peu en tête cette même petite musique de se dire essayons de tirer le meilleur de nos équipes, essayons de voir un verre plutôt plein, essayons de voir ce qu'il y a de bon dans un individu avant de penser qu'il y a quelque chose de traviole. Essayons d'envisager la meilleure chose de la journée plutôt que de se dire que ça a été compliqué. Essayons de voir les challenges et les opportunités plutôt que de se dire qu'on est face à des obstacles. Et quand on travaille sur avec cette même harmonie, forcément, on atteint des objectifs communs d'appropriation de la culture, de propagation d'un mindset, hein, et puis une bonhomie, je pense, une bienveillance qui est nécessaire à l'équilibre d'un groupe. La bienveillance, c'est pas quelque chose qui doit être perçu comme un concept marketing ou alors comme un mot à la mode. Un mot à la mode. Il faut que ce soit incarné et que ce soit vécu. Et ça ferait pas 14 ans que je suis au sein de cette maison si je le vivais pas au quotidien, à travers les actes de mon management et puis à travers tout simplement les relations que les associés peuvent avoir avec leurs équipes, leurs collaborateurs. Quand on est spectateur de belles choses, on n'a pas envie de changer de scène. Au quotidien, comment tu travailles avec Robert ? D'ailleurs, est-ce que ce sont des contacts quotidiens ou est-ce que ce sont des réunions mensuelles ? Comment ça se passe ? En fait, c'est vraiment à la carte. C'est en fonction des urgences, c'est en fonction des objectifs stratégiques. Ça dépend de l'ordre du jour des comités de direction. Ça dépend des grands chantiers qui sont menés. C'est véritablement à la carte. Il n'y a rien de figé, justement, parce qu'il faut avoir cette souplesse de se dire... voilà, là on lâche tout et on travaille sur un projet spécifique ou voilà. Et puis de toute façon, il arrive qu'on se passe un coup de fil juste pour se faire un coucou et pour se dire, voilà, ça va, oui ça va. Bon, ok, très bien. Une vraie relation humaine en somme. Exactement, c'est le secret de la réussite. On est bien d'accord. Alors justement, on va parler d'un point qui moi m'a beaucoup touché ou je sais pas, j'étais impressionné surtout. Pendant le Covid, en quelques heures à peine, en 24 heures, vous avez réussi à faire... que 2000 personnes soient en télétravail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Robert en a parlé dans les Échos. J'étais abasourdi. Explique-nous un petit peu comment ça s'est passé, parce que tu devais être évidemment en première ligne, toi aussi. On a créé très rapidement une cellule de crise, qui était composée de la direction générale, de notre DRH, d'une personne qui travaille sur la gestion des risques, de moi-même. Et on a vite compris que, compte tenu de l'évolution des discours de Macron, du gouvernement, de l'évolution de cette pandémie, il fallait être très très vigilant et on pouvait pas faire comme si rien ne se passait. En février, on en est encore à imaginer pas le pire, très clairement. Robert a écrit une feuille de route dès qu'il a entendu le discours du président de la République, qu'il a soumis à la cellule de crise en moins de 24 heures, et à partir de là, toutes les chaînes de commandement se sont mises en place. C'est-à-dire que tous les associés en charge d'équipe ont eu le même degré, le même niveau d'information, pour pouvoir permettre une communication fluide et permettre aux équipes de se positionner en télétravail. Notre directeur informatique a fait tous les backups possibles pour permettre à la technique d'être opérationnelle, et en 24-48 heures, nous étions tous à distance. Un sacré succès et puis un sacré défi. Un sacré défi, et c'est là où tu me parlais de ma relation avec Robert. Il a su très rapidement communiquer en interne de manière permanente, de manière hebdomadaire, s'adresser à l'ensemble des associés, à l'ensemble des collaborateurs, pour faire un état des lieux sur si nous avions des malades, si nous avions des cas à risque, si les gens étaient en bonne santé. On avait évidemment toutes les semaines des groupes de travail, des réunions à distance, des échanges permanents. Personne n'a perdu le lien.
Ce qui est absolument essentiel, parce qu'il y a des gens qui se sont plaints dans plein d'entreprises, on n'a pas vraiment de relation avec nos collègues, et ça manque. Et une réunion Zoom ne remplace pas tout, évidemment. Bon, sauf quand on est confiné, bien sûr. Mais c'est extrêmement important, et je lisais encore dans les Échos quelque chose qui émanait de Robert, qui disait que chez vous, les relations humaines, c'est pas du chiquet, c'est pas un concept marketing un peu bullshit, c'est vrai. Tu le confirmes ? Ah oui, je le confirme. Je le confirme et je le vis tous les jours. Justement parce que quand dans la culture d'entreprise, qui est façonnée par les individus et qui vient du top management, tu te rends compte qu'il y a de l'exemplarité, t'as pas envie de trahir ça. T'as envie d'être dans cette lignée. Et quand tu vois que ton propre management se soucie du moindre collaborateur afin d'être sûr que tout le monde soit en sécurité et que c'est vrai et que tout est mis en œuvre pour que ce soit vécu, là tu te rends compte que tu vis dans une entreprise qui n'est pas comme les autres. Je voudrais revenir à toi un petit peu plus particulièrement parce que tu es maman. Oui. Tu as une vie de DIRCOM. Oui. Et tu es bien occupée. Oui. Tu as ton équipe à gérer. Oui. Tu es exposé, ce dont on discutait hors antenne. Oui. Comment tu arrives à manager, j'allais dire, tout ça ? C'est hallucinant. Eh ben, t'essayes de compartimenter toutes tes fonctions, tout en me disant que c'est un tout. C'est-à-dire qu'il faut réussir à s'octroyer un tout petit peu de temps quand même pour gérer la logistique de ta vie de famille, davantage de temps pour tes enfants et ton conjoint, et évidemment être complètement full-time quand tu es sur tes sujets de travail. En fait, compartimenter, c'est important, et être complètement là quand on est en train de faire quelque chose, là aussi, c'est la clé. Ça veut dire que quand je suis au boulot, je suis au boulot. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Quand je suis avec mon équipe, je suis avec mon équipe. Après, c'est une question d'expérience, c'est une question d'habitude, et puis c'est une question de choix. C'est très difficile de savoir dire non, hein. Il faut avoir un peu de maturité pour savoir dire non. Et puis, dans la vie, j'ai appris à dire oui, mais. Et en même temps. Et en même temps. Exactement. Ok, je comprends très bien. Justement, il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent. Oui. Les métiers de la communication font un petit peu rêver, un petit peu fantasmer encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut avoir, selon toi, pour réussir dans les métiers de la communication ? On va dire, de ton côté, chez l'annonceur, ou peut-être de l'autre côté agence, puisque tu as fait les deux. Alors, quelle que soit la rive du fleuve, que ce soit chez l'annonceur ou que ce soit chez un corporate, il faut savoir écrire. Ça, c'est la base, il faut savoir écrire. Il faut avoir un style fluide, léger, et savoir se mettre, parce que parfois on rédige pour les autres, dans la tête de son, comment dirais-je, de son interlocuteur, patron. De son patron, de son associé, etc. Il faut avoir de l'humilité, parce que on peut se retrouver à avoir des idées, de l'imagination qui seront pas time to market. Donc il faut savoir essuyer un non, le non n'étant pas c'est mal, mais le non n'étant pas voulant parfois signifier non, c'est pas adapté là. Il faut avoir de l'humilité. L'humilité, il faut avoir de l'humour. Ça c'est sûr, c'est fondamental parce que encore une fois, c'est un métier très très sérieux. Absolument. Mais on sauve pas des vies. Donc il faut être conscient du fait que voilà, on est que l'humain prime, que on est dans un métier encore une fois qui est stratégique. Hein. Il y a des années de ça, le département communication, c'était le premier qui était sacrifié pendant les crises. Aujourd'hui, c'est bien le premier qui est mis en avant justement parce que le besoin de communication est omniprésent, omnicanal. Travailler dans les métiers de la communication, ça veut dire plein de choses en fait. Hein. C'est tellement vaste. On peut parler de digital, de relations publiques, d'événementiel. On peut parler de storytelling en passant par les relations presse ou encore la com interne. Voilà. Mais le dénominateur commun à tout ça, c'est une personnalité friendly, l'humilité, une bonne plume, et puis savoir s'adapter, être agile, savoir s'adapter à son interlocuteur, à une culture. Voilà, pas se prendre trop au sérieux quand même. Si tu n'avais pas été DIRCOM, je t'aurais vu comme, pas journaliste, mais plutôt écrivain. Mais en fait, pas du tout, parce que tu es rentré chez Grant Thornton, si on peut raconter l'anecdote qui est plutôt très rigolote.
Tu es rentré grâce à ton nez, si je puis dire. En fait, j'ai eu un entretien avec mon directeur général de l'époque qui voit mon CV, qui me dit « Ah, mais vous avez fait ci, vous avez fait ça, mais comment êtes-vous arrivé au métier de la communication ?» Et je lui dis « Mais moi, je voulais pas du tout faire ça, moi, je voulais créer des parfums. » Parce que l'univers olfactif est très lié à l'enfance. Et quand elle a été très heureuse, on recherche toujours un peu des morceaux d'enfance, des morceaux d'autrefois. Et alors, il m'a regardé, ce qui ne pourrait plus jamais être le cas aujourd'hui, mais en me disant « Alors Agnès, dites-moi, qu'est-ce que je porte comme parfum ?» Alors je lui ai dit « Ben voilà, vous portez tel parfum. » Alors il m'a regardé, il m'a dit « Ben vous êtes embauché. » Ah ben voilà. Il faut avoir du pif dans ce métier. Voilà. C'est essentiel. Je pense qu'il était étonné que j'ai fait mouche comme ça et que voilà, c'était pas juste... Est-ce que tu peux donner la marque du parfum ? C'était Cerutti 1881. Ah ben voilà, alors je voulais que tu le prononces à l'italienne parce que tu as vécu 15 ans en Italie. Explique-nous ça parce que tu es évidemment bilingue italien. Oui. On parlait de TBWA tout à l'heure, donc tu parles magnifiquement bien anglais et l'italien et peut-être d'autres langues. Mais raconte-nous ton enfance italienne parce que ça c'est assez peu commun et je pense que ça façonne une personnalité et tu le disais, tu adores l'international. Explique-nous ce parcours italien parce que ça c'est absolument passionnant. En fait, mon papa dirigeait une banque française et a été muté en Italie dans le cadre de ses fonctions pour prendre la direction du pays. Et donc, je suis arrivée en Italie petite fille. Et c'était un mélange assez savoureux d'éducation parce que j'avais une mère d'origine danoise. J'ai passé les premières années de ma vie en France et puis je me retrouve en Italie. Et puis à cet âge-là, quand on a 6-7 ans, on devient bilingue en quelques mois. Et forcément, ma vie là-bas a façonné mon avenir parce que je me sentais bien plus italienne que française ou danoise. Voilà, on aspire un pays dans lequel on vit comme ça, surtout l'Italie qui est d'une douceur de vivre extraordinaire. Donc ça a été très riche. Et quand je suis rentrée en France, j'avais 19 ans, 19-20 ans, et ça a été très dur, quoi, de se réadapter à un pays que finalement je ne connaissais pas. Pourtant, tu étais du côté de Milan, qui n'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus méditerranéen en Italie. Ah oui, mais déjà, quand tu franchis la frontière, tu es dans... Et puis, voilà, il y avait le climat, il y avait cette ville qui est quand même culturellement extrêmement riche, passionnante, et puis oui, c'était une vie complètement différente. On a tendance à croire que les pays limitrophes sont des cousins. En fait, on est très, 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 très issus de germains. Donc, voilà, la culture était fondamentalement différente. La vie là-bas n'avait rien à voir. T'acclimater n'a pas été difficile, tu parlais d'adaptation. Ton métier nécessite de l'adaptation. Alors, tu étais très jeune, tu avais 19-20 ans. Ouais. Ça n'a pas été difficile de s'acclimater à nouveau à la France ? Ah mais complètement, parce que quand tu es 19-20 ans, c'est là où tu t'acclimates pas. Oui. C'est là où justement on pense qu'on est malléable, mais où tu as l'impression de voilà, qu'on t'a arraché une partie de toi. Donc si, ça a été très dur. Je réfléchissais en italien avant de parler en français. Voilà, j'avais fait un switch culturel dingue. Mais comme j'avais des parents qui s'étaient rencontrés en Afrique du Nord avec une mère danoise, j'avais de toute façon beaucoup voyagé avec mes parents. Donc après, l'agilité était dans les gènes, quoi. Une dernière petite question. On revient à ton métier, après cette parenthèse sur l'Italie qui est passionnante. Quelle est la plus belle campagne que tu aies créée chez Grant Thornton ? Est-ce que tu peux nous en parler ? La plus belle campagne que j'ai créée chez Grant Thornton, je pense que ça a été le fait d'être l'un des premiers cabinets d'audit et de conseil à faire de la pub sur France Télévisions. Et en fait, je suis passionnée d'art et je me suis dit, ça veut rien dire, je suis passionnée d'art, enfin, je veux dire, on a une affinité avec la roupa. Moi, j'ai vécu dans un pays où, voilà, Milan, comme Rome, comme toutes les villes d'Italie, sont un musée à ciel ouvert. Donc, je me suis dit, je vais pas faire l'exercice d'être là où on nous attend. On va être en sponsoring d'émissions qui sont dédiées à l'art. On va faire ça le week-end, on va faire ça le soir, et c'est probablement là où on nous attend pas et où on sera où on marquera les esprits. Et effectivement, cette campagne autour des programmes de France Télévisions
qui soutenait les émissions qui étaient dédiées à l'art, a été un succès. Et on a été parmi les premiers cabinets d'audit et de conseil à faire ça. Depuis, d'autres ont embrayé le pas, j'imagine. Et d'autres ont embrayé le pas. Beaucoup à la radio, évidemment beaucoup sur LinkedIn, mais France TV, c'était une belle réussite. Eh bien, écoute, merci Agnès. C'est là-dessus qu'on va se quitter sur Merci à toi. Je t'en prie. On va se dire à très bientôt pour un nouvel épisode du Décodeur de la Com. Je vous dis ciao à tutti. A presto.